heureux de vous retrouver à cette autre édition du débat d'IAF TV. La démocratie et les libertés fondamentales, un duo qui jusqu'ici continue à souffrir de son implémentation en Afrique. Au regard de l'actualité qui mine en ce moment, l'Afrique francophone en particulier. Aujourd'hui, pour en débattre, 4 invités sur le plateau de votre émission. À ma gauche, quelqu'un qu'on ne présente plus, Augusta Epania du l'UPC Manidem. Bonjour Augusta et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Alors, à côté d'elle, on ne présente plus non plus Abdelaziz Mondé, journaliste indépendant. Bonjour Abdelaziz, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Et en face d'Abdelaziz, donc, Joël Didier Ngo, qu'on ne présente plus non plus ici. Bonjour Joël et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Et juste à côté de Joël, donc, féliciter Esther Tiefman, avocate au barreau de Paris. Bonjour, féliciter, merci d'avoir fait. Qui a passé et réussi ses examens. On ne coupe pas cette partie-là, on la laisse là. Alors, la démocratie et les libertés fondamentales, voilà le thème que je vous invite à commenter cet après-midi sur DIAF TV au regard de l'actualité africaine. On a tour à tour constaté que en Guinée, au Cameroun et même au Bénin, ces deux notions, démocratie et liberté, souffrent de leur implémentation. Et je voudrais, dans le cadre de l'émission de cet après-midi, tout en commentant le cas de ces pays-là, qu'on consacre, n'est-ce pas, l'émission à l'actualité camerounaise. Et d'entrée, je voudrais vous demander, je vais commencer par Augustin, qu'est-ce que vous inspire cette actualité africaine où la plupart des pays africains, notamment ceux francophones, souffrent, ont des difficultés à implémenter la démocratie dans leur pays. Moi, ce par quoi j'ai envie de commencer, c'est le fait que on a quand même le sentiment qu'il y a un bouillonnement au niveau des peuples, il y a un réveil des peuples et une émergence, notamment de la jeunesse, dans dans la volonté de prendre son destin en main. Et on l'observe en Guinée, on l'a observé au Soudan, au Togo, enfin il y a beaucoup de pays, et au Cameroun bien évidemment. Après on peut égrener des pays sur d'autres continents qui sont également en ébullition. Et ça, c'est très encourageant. Je trouve que c'est extrêmement encourageant et ça montre à quel point les peuples ne sont plus prêts à se laisser totalement instrumentaliser, à continuer à subir des pouvoirs qui ne les prennent pas en considération, des pouvoirs qui n'ont pas le sens de la justice, qui n'ont pas le sens du partage des richesses, etc. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Pour ce qui nous concerne au niveau du Cameroun, évidemment, il y a toujours ce bâillonnement systématique des populations qui se poursuit. Et aujourd'hui, alors qu'hier, ceux qui étaient réprimés en tout cas je parle là des politiques bien entendu, étaient minoritaires parce que beaucoup de partis dits d'opposition ne faisaient pas trop de vagues. Aujourd'hui, finalement, tout le monde est touché. Tout le monde est touché, il n'y a plus d'exception. Et je pense qu'il est temps que sur la question des libertés publiques, il y ait un front commun de toutes les forces politiques qui veulent le changement dans ce pays, qui se coaliserait avec évidemment des personnalités de la société civile, des associations de défense des droits humains, et puis des syndicats, etc. Enfin, tous ceux qui veulent que ça bouge dans ce pays, parce que tout le monde est impacté aujourd'hui par cette violation systématique des libertés publiques. On en prend pour preuve l'interdiction systématique de toutes les réunions du MRC, etc. Donc on y revient. On revient là. Alors, maître félicité Esther Stéphane, on compare de plus en plus l'implémentation de la démocratie dans les pays francophones avec celle-ci telle qu'elle est aujourd'hui implémentée dans les pays anglophones. On note aisément de gros écarts. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? On a encore vu récemment qu'un ancien opposant au Bénin, en Guinée, je vais dire notamment à Condé, qui s'essaye de prolonger pour un troisième mandat. Qu'est-ce qui explique ça en Afrique centrale, en Afrique francophone, alors que dans les pays anglophones, on voit bien qu'au Ghana, par exemple, les choses changent et ont véritablement changé? Je suis d'abord d'accord avec Augusta quand elle dit qu'il y a une liberté, une soif, une quête de liberté, notamment auprès des jeunes. Et une fois qu'on a dit ça, effectivement, on note une différence entre la notion de pouvoir, d'intérêt général dans les pays anglophones et dans les pays francophones. On a dans les pays francophones beaucoup de mal avec l'intérêt général.
l'intérêt général se confond à soi, à celui qui possède, à celui... Et en ce qui concerne les peuples, on n'a plus d'indignation, on ne sait plus s'indigner. Peut-être que ça reprend aujourd'hui quand on voit les mouvements en Guinée, encore que l'Afrique de l'Ouest, on peut la mettre de côté. Mais en Afrique centrale, il n'y a plus d'indignation, les peuples se laissent écraser. C'est cette fameuse phrase qu'on retrouve au Cameroun, au Gabon, au Congo, on va faire comment? On se laisse aller. Donc, et puis oui, l'intérêt général, les peuples, les dirigeants de l'Afrique anglophone l'ont compris. Ils sont là pour servir le peuple. On a des choses à leur reprocher. Il n'y a pas un seul gouvernant qui ne puisse être idem de reproche. Mais ils servent l'intérêt général. Et on le voit. On le voit dans la structure du pays. On le voit dans les infrastructures. On le voit dans tout. On le voit dans les élections, la passation du pouvoir. On le voit à tous les niveaux. Même à notre petit niveau d'avocat, comment sont gérés les ordres. On le voit. On voit en Afrique centrale, au Gabon par exemple, un bâtonnier qui est resté près de 10 ans. Il est battu régulièrement aux élections. Il se permet de se pouvoir, de faire un recours parce qu'il veut rester. On a une notion patrimoniale et personnelle du pouvoir. On personnalise trop les choses comme on personnalise tout dans les débats. Donc on ramène tout toujours, voilà. Et c'est ça notre difficulté en Afrique centrale francophone. Merci. Joël Djengo, qu'est-ce qui, à votre avis, pour expliquer cette difficulté à voir la démocratie s'implémenter dans les pays francophones, comme on la voit un tout petit peu dans les pays anglophones aujourd'hui en Afrique? Difficulté, il faut quand même, j'essaie souvent d'être optimiste. On assiste à des petits, de ce qu'on appelait des régressions, mais lorsqu'on regarde au fond, on se dit aussi qu'on est face à des pouvoirs, là je parle de l'Afrique centrale, qui se sont accommodés d'une espèce de statu quo tyrannique pendant longtemps et qui commence à expérimenter ce que ceux d'Afrique de l'Ouest avaient déjà, c'est-à-dire des sociétés civiles qui sont bouillonnantes, qui vivent, qui essaient de jouer pleinement leur rôle, comme ce qu'on voit, même s'il y a des morts en Guinée-Conakry, mais il faut quand même se rendre compte qu'en Guinée-Conakry, ils ont déjà connu de l'alternance, que nous on ne connaît pas en Afrique centrale. Donc, en Afrique centrale, ça reste vraiment le bloc où il n'y a pas eu véritablement, on a eu en 1990, on a eu l'impression qu'avec le multipartisme, on accédait à la démocratie. Il ne suffit pas d'avoir le multipartisme pour accéder à la démocratie. Il faut implémenter les droits, ce qu'on appelle tous les droits civils et politiques. Il faut même plus. Ça, c'est ce qu'on voit au Cameroun aujourd'hui sur l'interdiction systématique des manifestations, nous en dit plus sur le fait qu'on peut avoir sur le papier, comme disent sur les Camerounais, une démocratie, mais dans la réalité, dans la pratique, on ne l'a pas. Donc, véritablement, c'est le peuple, ce sont les peuples, les populations civiles qui doivent conquérir et qui doivent implémenter ça au jour le jour pour que s'installe une culture démocratique. Et c'est la différence qu'on a aujourd'hui. Quand on parle de pays anglophones et pays francophones, moi je ne vois même pas tellement ça en pays anglophones. Il y a certes des pays anglophones comme le Ghana, le Kenya, mais on parle du Rwanda par exemple. C'est un bon modèle économique, mais sur un plan politique et démocratique, c'est pas non plus le modèle vers lequel on peut aller. Donc il y a un problème qui est un problème lié au fait que, comme disait Félicité tout à l'heure, en Afrique centrale, le Bantou patrimonialise le pouvoir. À partir de là, il se perd la notion d'intérêt général. Et quand vous perdez la notion d'intérêt général, c'est pas simplement ceux qui gèrent le pouvoir, c'est aussi ceux-mêmes qui le subissent, qui finissent par... quand on vous dit que Paul Biya a loué 500 millions à telle ou telle personne, ne demande, mais ces 500 millions-là, c'est l'argent du contribuable. Et ce n'est pas Paul Biya. Donc c'est toute une culture qui doit être petit à petit distillée au sein des populations pour que la démocratie véritable s'ancre dans les faits. Avant que tu ne passes la parole à Abdelaziz, je pense qu'il y a aussi une explication sociologique. Les pays d'Afrique de l'Ouest sont des pays de savane où il y a eu un habitat groupé. Ils ont eu l'habitude d'échanger entre eux
de mettre tout dans les silos, ce qu'on appelle des silos de graines, de distribuer le mil. Les pays d'Afrique centrale sont des pays de forêt, où l'habitat est dispersé et chacun avait derrière sa case une petite agriculture de subsistance. Et ils se retrouvaient que le dimanche, notamment pour prendre chez les Betty, le jour de l'Angara, du grand marché. Donc l'échange, la discussion n'était pas aussi légère que dans les zones d'habitat regroupés sahéliennes. Je pense qu'il y a une explication sociologique à cela, à la gestion du pouvoir, au partage, à la mise en commun et surtout à l'intérêt général. Moi, je pense que je reprends à mon compte l'essentiel de ce qui a été dit, notamment ce que Auguste a évoqué et Joël sur la question de l'ancrage. Parce que le Cameroun, dans le cas d'espèce, a connu un certain nombre de ponctuations dans son histoire, où la question de l'élection, par exemple, l'élection, depuis le statut de 46, on a commencé à voter au Cameroun, en 46, pour choisir des représentants. Alors, il s'est trouvé qu'au Cameroun, on allait choisir pour la forme, alors que les représentants étaient déjà désignés par l'administration coloniale. On avait, dans la période allemande, on avait le chancelier, donc, qui était l'adjoint du gouverneur allemand, qui désignait les chefs traditionnels. On a des contrées au Cameroun où on a des chefs d'extraction coloniale. D'ailleurs, l'apparat des chefs traditionnels dans le sud Cameroun est absolument, c'est quelque chose parfois de drôlatique, même pour dire le moins, avec des képis, avec des galons, ce qui n'a jamais été vu dans l'Afrique précoloniale. Non, on n'a jamais vu ça nulle part. Donc, ça veut dire qu'il y a justement dans l'arrière-plan historique, chez nous, notamment au Cameroun, on peut l'étendre à un certain nombre de pays en Afrique centrale, la main qui place, la main qui désigne, la main qui fabrique. Famille Nungu appelle ça au Cameroun la créature. Nous sommes des créatures du président. C'est-à-dire que sous Roland Pré, sous Ojoula, sous Xavier Antoine Touré, sous Ramadier, il y avait des Camerounais qui étaient attitrés. C'est-à-dire que vous allez aux élections en 52, en 46, en 52, en 57, vous allez aux élections en 59, vous avez des gens qui sont désignés par l'administration coloniale. Et quand, dans le jeu parlementaire, vous avez au Cameroun, par exemple, des figures comme Daniel Kémajou, qui, je prends ce nom pourquoi? Parce que Daniel Kémajou, ce sont des gens qui ont cru en la démocratie représentative et parlementaire. Ils ont pensé qu'au sein des instances de l'Assemblée représentative, l'Assemblée territoriale et plus tard l'Assemblée législative en 1960, on pouvait discuter, débattre, délibérer et choisir. Or, les jeux étaient faits en avance et on avait désigné déjà des gens qui devaient, parce qu'ils représentent les intérêts de la métropole, enfin les intérêts de la France à l'époque, entre autres Aïdjo, qui avait pris la place de Mbida, quand il s'est présenté pour cette motion sur les pleins pouvoirs. D'ailleurs, j'invite tout le monde à lire ce discours de Daniel Kémajou à l'Assemblée législative du Cameroun, en 59, où il fait une motion contre les pleins pouvoirs qu'Aïdjo demandait. Et donc voilà, quand j'évoque les pleins pouvoirs, nous sommes au cœur de la situation camerounaise. Les pleins pouvoirs d'Aïdjo ont débouché d'abord sur les ordonnances de 62. C'est-à-dire que c'est à travers les pleins pouvoirs, puisque le président, un peu comme au Nigeria voisin, les militaires gouvernaient par ordonnance. Le président de la République avait droit de vie et de mort, c'était quelqu'un d'absolu. C'est-à-dire qu'on peut décider que Joël Didier Ngo, du jour au lendemain, n'existe plus, ne vit plus, va finir sa vie à Tcholiré, à Mantou, à Yoko, comme dans l'administration coloniale sous les Allemands avec les Ludwig Pondo Akwa, ou dans l'administration coloniale française avec ceux qui ont subi le joug, l'UPC qui ont subi le joug colonial. Donc il y a cet arrière-plan historique sans lequel on ne peut pas comprendre la situation actuelle. C'est-à-dire que les ralliés de l'UPC, par exemple, sont entrés dans le jeu parlementaire, comme les Maï Matip, sont devenus des vice-présidents de l'Assemblée nationale, dont des notables, et non pas simplement des hommes politiques, mais des notables du régime. Ça a beaucoup influencé la vie politique au Cameroun. C'est-à-dire que quand les gens se lancent en politique, c'est pour être quelqu'un. C'est pour être député. Député, c'est un statut, c'est une mobilité sociale. Ce n'est pas pour servir le Camerounais. C'est pas pour servir. Donc c'est pour cette raison qu'on a beaucoup de difficultés sur le continent, notamment en Afrique francophone. La question de la privatisation de l'État, la patrimonialisation dont Félicita parlait, on peut penser que c'est une coquetterie sociologique. Non, c'est que quand on est haut fonctionnaire de l'État, quand on est inspecteur général au ministère, il y a des gens de ta famille qui vont te demander à quoi ça renvoie
concrètement en termes d'émoluments, en termes de traduction au village, comment le village va en bénéficier, comment la contrée, les élèves qui vont entrer à l'ENAM, comment les enfants qui vont entrer à l'ENIA, les enfants qui vont entrer à l'école des postes, à l'école, etc. Donc il y a un intérêt à faire de la politique chez nous, et il n'y a pas d'intérêt général, la question de l'intérêt collectif. Donc je pense que pour terminer, si on ne recentre pas la question du mal-être de la démocratie, si on prend un repère historique comme novembre 89, on fête aujourd'hui les 30 ans de la chute du mur de Berlin, on a pensé que ce vent de l'Est avait soufflé jusqu'à croiser l'Armatan chez nous, ou la Mousson, mais est-ce qu'il s'est véritablement ancré? On a les traductions tout à l'heure qu'on donnait qui sont telles que, en étant pessimiste tout en étant actif, on pense que, Augustin le disait, les forces politiques qui coaliseraient autour de quoi? Parce que c'est ça, on donne du sens à sa coalition, sinon on juxtapose des personnes et on a vu les résultats que ça produit généralement. On juxtapose des personnes qui jouent, qui font des va-et-vient entre l'opposition et le pouvoir et qui freinent véritablement la construction démocratique. Vous avez quelque chose? Oui, moi je voulais ajouter une chose essentielle. Pendant que Félicité intervenait, ça m'est revenu. Je pense que, notamment en ce qui concerne... Alors, il y a la situation géographique et géopolitique de l'Afrique centrale qui est à la charnière entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. Donc, d'un point de vue géopolitique, je pense que ça situe les enjeux, d'une part, et d'autre part, il y a le fait que je pense que de l'ensemble des colonies françaises, l'Afrique centrale est la zone la plus riche. Par conséquent, le lien qu'ils ont construit avec cette région du continent est extrêmement exclusive et très, comment dirais-je, dominatrice, et la preuve en est, sur le plan économique, sur le plan des matières premières, la France reste le principal, continue à tout contrôler, même s'il y a un semblant aujourd'hui de concurrence, etc. Bon. Mais la France continue, on a quand même plus de 140 filiales de multinationales françaises au Cameroun, dans tous les secteurs économiques. Donc ça reste vrai pour l'ensemble des pays d'Afrique centrale, ça c'est le premier aspect. Secondo, du point de vue des institutions, c'est une duplication des institutions françaises. C'est-à-dire que c'est invraisemblable comment on est dans le mimétisme et l'aliénation. On parle du Nosso. Le Nosso, même les hommes de loi avec leurs perruques, etc. Mais c'est invraisemblable dans des pays comme les nôtres. C'est-à-dire que tu n'essaies même pas d'adapter ton accoutrement à l'environnement qui est le tien. Tu reproduis tranquillement. Mais moi, je trouve ça effarant. Bon, il y a donc cette duplication des institutions. Et puis la question de la monnaie. La question de la monnaie, elle est centrale. Je veux dire que quand on pense que toutes nos devises sont ici, en France, bon, ça veut dire qu'on est complètement pieds et poings liés, livrés et contrôlés, dominés par la France. Donc je pense que ce sont autant d'éléments objectifs qui font qu'on est dans une situation particulière. L'autre aspect est plus historique, Abdelaziz vient de le rappeler, c'est le fait que on est, en tout cas pour ce qui concerne le Cameroun, je pense qu'on est un peuple traumatisé par notre histoire, par l'histoire des violences qu'on a subies. Des violences qu'on a subies à l'époque coloniale ancienne et à l'époque coloniale plus récente. Et n'oublions pas qu'on a eu des milliers et des milliers de morts au Cameroun, et qu'il n'y a pas une famille camerounaise, que ce soit en pays Bassa ou en pays ou à l'ouest du Cameroun, en pays bamileke, pour reprendre les termes usités généralement, mais pas que, dans le sud également. Au nord et au nord-ouest également, parce qu'il y avait des bastions UPCistes. L'histoire de la résistance. Absolument. C'est l'ensemble du pays. Tout à fait. Et il n'y a pas une famille qui n'ait pas eu à voir avec cette histoire-là, qui n'ait pas vécu ce trauma-là. Et par conséquent, je pense que ça a beaucoup marqué à ce jour les populations camerounaises. Et le système répressif au Cameroun est quasiment calqué sur le système nazi. Je veux dire qu'avec des camps de concentration et des modes de torture qui rappellent ce qui se faisait dans les camps nazis. Voilà. Non, mais je veux expliquer, parce que on a le sentiment que du coup on est face à un peuple complètement pétrifié qui ne bouge pas. Et je voudrais finir en disant que le peuple camerounais a toujours bougé.
Sauf qu'on a toujours tué dans l'œuf. On découvre aujourd'hui la répression, etc. Mais je peux vous dire, pour être quand même une militante un peu ancienne, que la répression, elle date pas d'hier. Hein. Elle date pas d'aujourd'hui, plus exactement. Elle date pas d'aujourd'hui. Et il y a eu beaucoup de luttes. Il y en a eu depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. On va en parler. Alors, félicité Stetman. J'entends que les puissances occidentales tiennent certains pays africains et empêcheraient ainsi l'expression de la démocratie dans ces pays-là. Qu'est-ce que cela pourrait inspirer au regard de ce qu'on a entendu il y a quelques jours, notamment en début de ce mois, du président Trump au sujet de la suspension du Cameroun dans l'African Growth Opportunity Act, qu'on appelle là, la loi. Finalement, est-ce que c'est un mécanisme qui pourrait amener les chefs d'État africains qui continuent un peu à jouer avec la démocratie? Je pense qu'il ne faut pas mettre tous les chefs d'État africains dans le même sac. Et moi, je vais rebondir sur ce que Abdelaziz a dit. Évidemment, la main qui te met au pouvoir a besoin que tu lui sois redevable. Et je crois que c'est ça le problème des chefs d'État d'Afrique centrale. C'est qu'ils se sentent redevables à servir les intérêts de l'autre, pas les intérêts du peuple. Bien sûr. Or, même en Afrique anglo-saxonne, ils sont plus ou moins mis au pouvoir. Aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins mis au pouvoir. Je veux dire, les Français ne voulaient pas que ce soit Trump, pour des raisons évidentes, par rapport à ses propos, par rapport à sa façon de concevoir l'économie, de concevoir la politique. Mais ces gens-là ont d'abord l'intérêt de leur peuple. Pour ne parler que de l'Afrique anglo-saxonne, ont d'abord l'intérêt de leur peuple avant de se dire est-ce que Macron sera content, est-ce que si j'enlève Bolloré, ils sont peut-être aussi libres, ils sont légitimes peut-être. Ils rendent compte, enfin quand un chef d'État te dit, j'ai rencontré le chef de l'État français, le chef et je lui ai rendu compte. C'est la vision de leur président camerounais qui a été auteur de ces propos-là à Lyon. Tu ne rends pas compte à ton homologue. Qui plus est, tu es africain à ton fils. Petit-fils. À ton petit-fils ou ton fils. On ne retorquera que le président russe. Où on va tous défiler devant le Drian. En disant qu'il a rendu compte à Macron. Alors moi, je me méfie beaucoup de ce que les Camerounais écrivent parce que j'ai vu des discours de Macron. C'est pour relativiser. On a une manière de vouloir relativiser les choses au Cameroun en se disant mais l'autre a dit. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la comparaison négative. On n'est jamais dans la comparaison positive. Et il faut que les chefs d'État africains d'Afrique centrale se départissent de cette obligation de redevabilité qu'ils créent eux-mêmes. Oui, alors maintenant, la BOA, franchement... Est-ce que c'est une sanction qui peut pousser certains chefs d'État africains qui... Non, mais il ne faut pas dire certains chefs d'État, il n'y en a qu'un seul qui est retiré de la BOA, c'est celui-là qu'il faut parler. Pourquoi tu veux diluer dans tous les chefs d'État? Peut-être que les autres vont suivre, peut-être. Non. On ne sait pas. Non, je ne pense pas que les autres vont suivre. Je pense que c'est... Est-ce que c'est un mécanisme, est-ce que c'est une sanction? Je pense que ça changera rien au Cameroun. Je pense que ça changera rien. Je pense que Trump, peut-être s'il va plus loin dans les sanctions. Oui. Là, oui, je pense que le Cameroun pourra, mais ils sont sur... ils ont une façon de fonctionner au Cameroun qui veut que on bombe le torse. Oui, ok, Trump nous sanctionne par rapport à la GOA. Alors on te dit, mais il y a combien? On m'a sorti le chiffre de, je sais pas, 63 millions de dollars. C'est rien par rapport à la somme globale de la GOA. On est toujours en train de tout minimiser. Notre souveraineté, j'ai entendu des gens du RDPC dire notre souveraineté, notre ça. On bombe le torse. Mais on sait très bien que ce n'est pas ça qui va faire que les choses changent au Cameroun. Et moi, je ne suis pas pour les sanctions extérieures qui amèneraient au changement. Moi, je suis pour que les Camerounais eux-mêmes prennent conscience de ce qu'ils vivent et porter eux-mêmes leur changement. Okay. De porter eux-mêmes leur changement. Et pas que... Alors, il faut être cohérent. Soit on dit, comme disait si bien Augustin tout à l'heure, soit on dit les sociétés, les puissances occidentales, on n'en veut pas, et
on met de côté leur censure. D'autres rapports avec eux. On a d'autres rapports avec eux. C'est ça. Soit on dit, bon, ben, venez nous aider pour que nous aboutissions à un changement. Il faut savoir, c'est pour ça que j'avais commis un post une fois, je disais que le Camerounais est schizophrène. On ne sait pas très bien quelle est sa relation avec l'autre en tant que puissance étrangère. Un coup il en a besoin, un coup il tape dessus, surtout quand il s'agit de la France. Alors c'est comme je vois aujourd'hui, tout le monde, tous les Camerounais se travestissent les propos du président Talon sur les devises. Oui. Ils sont tous en train de dire, ah, enfin on va sortir du CFA, c'est pas ce que Talon a dit. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'il a dit. D'accord. Il a juste effectivement annoncé qu'il retirait Non. les réserves dans le trésor public français. Mais non. Talon n'a pas parlé au nom du Bénin. Il a parlé au nom de l'UMOA. Donc il faut que tous les chefs d'État de l'UMOA, pas le Bénin seulement, tous les chefs d'État de l'UMOA. Il a inscrit ça dans le cadre du processus de création de l'écho. Ok, d'accord. Alors, je vais le dire. Il y a plusieurs. Comment est-ce qu'on fait pour amener certains chefs d'État africains à implémenter la démocratie qui fonctionne? D'abord, sur la démocratie, c'est vrai qu'il faut aussi être honnête, c'est qu'il y a des déceptions quand même. C'est que lorsqu'on a le cas de la Guinée, par exemple, la Guinée qu'on a créée, on manifestait il y a une semaine avec des ressortissants guinéens au Trocadéro. Alpha Condé, c'est l'exemple même de la déception qu'on peut avoir des opposants africains lorsqu'ils accèdent au pouvoir. Alpha Condé était en exil à Paris pendant des années. On avait manifesté pour Alpha Condé parce qu'il a été emprisonné une fois. Il est allé à Conakry, il a été emprisonné. On a manifesté. Donc c'est là où il y a des phénomènes de régression. Parler des régressions, et c'est ça qui est regrettable. On a parfois l'impression qu'un peuple a déjà franchi un cap, on le ramène à des phénomènes que nous connaissons en Afrique centrale, qui sont de patrimonialisation du pouvoir. Il y a ce phénomène-là. Mais je pense aussi que les sociétés africaines sont aujourd'hui, y compris les nôtres, ce qu'on voit dans nos pays, on peut avoir peur, mais elles sont bouillantes, elles sont jeunes et elles aspirent à du changement, c'est là devant nous. Et on est face à des pouvoirs, des régimes finissants, quoi qu'on dise, qui freinent des cartes fer, mais qui n'ont pas le bon réflexe, parce qu'ils n'ont pas une culture démocratique. Parce qu'on renvoie souvent ça aux populations, alors que ce sont les régimes, en fait, qui n'ont pas de culture démocratique. Et ça rejaillit même dans ce qu'on disait tout à l'heure, lorsque Paul Biya dit qu'il a rendu compte à Macron, c'est que c'est grave. C'est d'abord là, il traduit un vrai problème, un problème de légitimité. Nos pays en Afrique centrale, on a des dirigeants qui souffrent d'un problème de légitimité. Et on l'a même vécu au Cameroun de manière honteuse. C'est que même si on ne soutient pas, on a des réticences par rapport, je vais parler d'un exemple. Lorsqu'il y a eu, au même moment où le ministre des Affaires étrangères français est au Cameroun, il se passe à Sochi, le premier sommet Afrique-Russie. Notre président, selon les indiscrétions aujourd'hui, n'a pas voulu aller à Sochi pour recevoir le Drian au Cameroun. Vous imaginez un chef de l'État légitime qui ferait ça? C'est là où on touche du doigt ce qui se passe dans nos pays, c'est que nos chefs d'État, puisqu'ils ne se sentent pas redevables des populations, se sentent redevables à l'égard de ceux qui les ont mis là. C'est là où on a un problème de démocratie différent d'un pays à un autre, d'une zone d'Afrique à une autre. Et que l'Afrique centrale concentre vraiment, et tout le concentré du problème de légitimité bien sûr. des pays. Maintenant, sur l'AGOA, il ne faut pas regarder l'AGOA par rapport au volume d'échange. On ferait l'erreur de regarder par rapport au volume d'échange entre le Cameroun et les États-Unis. Je dirais que le Zimbabwe, par exemple, de Mugabe, avait déjà ça. Et ils le sont encore. La difficulté avec les États-Unis, l'AGOA, c'est souvent le premier pas vers ce qui vient après. C'est-à-dire que ça peut être des sanctions ciblées sur les dignitaires. Et
ce qui est encore pire, c'est que les gens ne se rendent pas souvent compte, c'est que les États-Unis, même s'ils n'ont pas des échanges avec vous, vous le voyez avec l'Iran par exemple, quand ils commencent à expérimenter des sanctions contre vous, les autres pays sont obligés de suivre. Parce que ça veut dire que si vous avez par exemple une banque, les grands groupes bancaires, qui continuent, eux, qui s'acharnent, ils ne peuvent pas être de leur licence aux États-Unis. Donc c'est un phénomène petit à petit qui vous isole petit à petit, au point où les autres, y compris les grandes puissances, vous tourneront d'une manière ou d'une autre le dos parce qu'elles font leur commerce en dollars. Elles font leurs échanges en dollars. Donc on ne peut pas, même si la GOA, on dit que sur un plan de volume, ça ne représente rien pour le Cameroun, mais c'est une alerte. Symboliquement, c'est une alerte qui est très dangereuse pour une petite économie comme la nôtre, fragilisée déjà par la guerre civile au Nozo, plus la guerre qu'on livrait déjà à Boko Haram, qui font que l'addition de tout ça, je ne sais pas si on supportera ça longuement. C'est ça que je voulais dire. Ok, alors je propose maintenant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on aborde l'actualité camerounaise qui est donc depuis quelques jours marquée par des interdictions systématiques des manifestations et réunions publiques des formations politiques dites de l'opposition. Abdelaziz Mondé, il est aujourd'hui allégué que le Cameroun est fragile. Est-ce que cet argument-là n'est pas suffisant pour vous convaincre de la nécessité d'éviter en ce moment, tel que essaie de le faire les partis comme le MRC, des manifestations publiques qui seraient de nature encore à donner des coups à un pays déjà fragile? C'est un peu le discours que tient aujourd'hui, on va dire, les membres du RDPC et le parti au pouvoir. Est-ce que cela a du sens? Oui, avant, moi je pense que évidemment on a traversé le pont pour aborder ce sujet, en fait ces sujets qui sont liés. Tout à l'heure quand on parlait de la Goa, il y a des pays, enfin le Liban par exemple, le Liban, Bulgarie, Chili, il y a un certain nombre de mouvements. On voit aujourd'hui, le Liban, le gouvernement est tombé. Bulgarie, idem. Le Chili probablement, ça vacille. Donc, ils n'ont pas eu besoin ni des menaces des États-Unis, ni de l'avis de Le Drian, ni de l'injonction de qui que ce soit. Les besoins du peuple. C'est le peuple. On parlait tout à l'heure de légitimité. Au Cameroun, vous avez 7,5 millions de personnes inscrites sur le fichier électoral sur un potentiel de 15 millions. Parce que nous sommes 30 millions, parce que quand on voit le croix naturel du dernier recensement en 2007, nous devrions être 15 millions. Et vous avez 3 millions de personnes qui ont voté, 3,5 millions de personnes qui ont voté en 2018, 3,5 millions. Et celui qui est président de la République du Cameroun a été choisi par 2 400 000 Camerounais, c'est-à-dire moins de 10% de la population du Cameroun, moins de 10% de la population du Cameroun, et 71% évidemment du corps électoral tel que Clément Atamana a donné les résultats. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'ancrage dont on parlait, la confiance en les institutions, en l'élection comme mode d'évolution du pouvoir, comme mode d'investissement ou d'investiture. C'est-à-dire que de chacun d'entre nous, ceux qui aspirent à diriger, chacun des citoyens, il est en crise. C'est une crise systémique. Et la façon dont on est dirigé en Afrique centrale de manière générale, eh bien, il y a cette traduction-là qui est très très claire. Sur la question des manifestations au Cameroun, quand j'ai évoqué le Liban, quand j'ai évoqué la place Tahrir aujourd'hui, qui est un peu le pendant de la place Tahrir au Caire, la place Tahrir en Irak, et ce gouvernement aussi, il va tomber, y compris même des personnes qui sont légitimes, comme des leaders religieux qui faisaient la pluie et le beau temps, les leaders chiites, dont ils sont très nombreux, on ne peut pas citer leur nom ici, ils sont en crise de légitimité tout aussi. Donc ce sont des peuples, c'est le réveil des peuples, le combat précède le droit. Il n'y a pas de pays où vous restez comme ça, vous attendez qu'un préfet, un sous-préfet, un gouverneur vous octroie le droit ou la possibilité de vous exprimer en tant que peuple. L'avocat est là, donc les spécialistes du droit. Quand vous lisez les textes au Cameroun, les réunions publiques, en quoi le sous-préfet, le préfet, le gouverneur sont investis pour décider si oui ou non vous devez tenir votre réunion ou pas? En quoi? On est coutumier des manifestations, Joël Didier Ngo et moi à Paris. On en appelle, on participe quasiment toutes les semaines, tous les week-ends.
Mais s'il fallait que la police française vous délivre des autorisations ou bien vous encadre en fonction de ce que vous dites sur la France, moi parfois je me surprends en train de m'étonner que tu es le micro en train de dire les pires choses, les pires avanies qui sont justifiées puisqu'elles sont historiquement datées sur la France et que le policier de la préfecture de police soit là en train de vous encadrer. Ça n'arriverait pas dans un autre pays, notamment d'Afrique centrale ou d'Afrique francophone. Ça n'arriverait pas. Ce serait impossible que vous puissiez encore tenir la moindre manifestation. Autrement dit, nous avons au Cameroun un système où, je parlais tout à l'heure des ordonnances de 62, c'est encore dans les têtes. On a encore un pays où, vous avez vu à Bafoussam, toute la cohue, toute la foule qui a accompagné Maurice Kamto. Demain, si on appelle à manifester, il n'y aura pas 100 personnes. Demandez-vous où est le problème. C'est que justement, spontanément, vous avez vu comment la foule s'est levée. Mais quand vous allez appeler à manifester, les gens vont se dire qu'on va venir tirer sur eux. Que le camion anti-émeute va venir les arroser, ce qu'on appelle le Mami Wata. Voilà le réflexe du Camerounais. C'est-à-dire qu'ils ont accompagné Maurice Kamto jusqu'à Gouaché sur le site du glissement de terrain, mais ils sont incapables demain, si Maurice Kamto ou un autre leader politique appelle à manifester. Donc, ça veut dire que ils ont intégré ce que le pouvoir voulait. C'est-à-dire que le sous-préfet autorise et encadre la manifestation du RDPC, les réunions du RDPC. Comment vous voulez que dans un pays, pour terminer, mon cher Gingassa, tous les jours aux 20h30 d'Adel Bala à Tangana, il y a une réunion, une motion de soutien, une manifestation du RDPC. Dans le même pays, le RDPC c'est un parti politique, au même titre que le MRC, au même titre que le SDF, au même titre que l'UDC, le PCRN et que sais-je encore. Mais comment ça se fait que le RDPC soit le seul visible à la télévision en train de tenir une réunion pour soutenir le président, en train de manifester pour dire oui à la paix? Est-ce que quand l'UPC, est-ce que quand le SDF manifeste, c'est pour dire non à la paix? Il ne me semble pas. Donc en fait, le problème que le MRC subit aujourd'hui, c'est ce que l'UPC a subi depuis 1955, c'est ce que le SDF a subi depuis 90 avec des morts à la clé, c'est ce que systémiquement on n'arrive pas à traiter en tant que corps social au Cameroun, c'est-à-dire que l'opposition, la société civile, parce que si en Afrique et au Cameroun notamment les gens s'accordaient sur des questions de principe, peut-être au Cameroun on verrait jaillir une nouvelle société, mais on ne s'accorde pas sur les questions de principe, on se dispute sur les questions d'hommes et d'intérêt, et c'est pour ça que ça pose problème. Très personnel, d'accord. Alors, Ah bon, excuse-moi, je voulais... Ah oui, d'accord, oui. Non, je voulais dire un petit mot là-dessus. L'histoire du système déclaratif, en fait, tout ça montre que nous ne sommes pas dans un pays de droit. On n'arrête pas. Il n'y a pas ces gens-là, quand je dis ces gens-là, pour les identifier, ces gens qui représentent le pouvoir en place, ne commencent pas une phrase sans dire nous sommes dans un état de droit. Or, tous les actes qu'ils posent démontrent le contraire. On est dans un système déclaratif, c'est-à-dire que vous allez effectivement dire que vous organisez une réunion publique ou une manifestation tel jour, de telle heure à telle heure. Et systématiquement, les préfets, les sous-préfets se permettent d'interdire vos manifestations. Alors nous, on le vit depuis des décennies. Depuis le soi-disant retour au multipartisme de 90, systématiquement, toutes nos manifestations publiques ont été interdites. Tous nos congrès, on organise des congrès tous les 3 ans. Ils sont systématiquement interdits et on a systématiquement un plan B parce qu'on sait qu'on va être interdit. Et c'est le préfet ou le sous-préfet qui se permet systématiquement de les interdire. Et généralement, parce que c'est beaucoup mieux de le faire comme ça, c'est toujours au dernier moment. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous prévenir 2-3 jours avant que votre manifestation... Parce qu'on s'y prend bien à l'avance, mais c'est la veille ou l'avant-veille, ou voire des fois le jour même, le matin même de la manifestation, ou du congrès, du début du congrès, de l'ouverture du congrès, qu'on vous interdit. Donc voilà comment ça se passe. Et ça fait bien longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Entendons-nous bien. Les gens découvrent la Lune aujourd'hui. Mais voilà, moi je tiens à dire que... Alors, et je tiens à dire, on n'est d'autant pas dans un état de droit que, par exemple, l'UPC Manidem, après avoir été empêché de fonctionner depuis très longtemps, puisqu'on a créé des UPC gouvernementales, c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à prendre le cycle, à rajouter Manidem, à accoler Manidem à UPC pour que
effectivement, nos compatriotes fassent bien la distinction entre... Manifeste pour la démocratie. Manifeste pour l'instauration de la démocratie, qui a été d'ailleurs... sigle qui a été récupéré par Anissé et Kané et qui l'a transformé, mais c'est 74. Manifeste pour l'instauration de la démocratie. Et ça a été lancé en 74, après l'assassinat d'Ernest Ouandié et que l'UPC était par terre. Donc voilà, on a voulu reconstruire l'UPC par ce biais-là. Donc j'en reviens à mon histoire de reconnaissance de l'UPC Manidem. Après que à deux reprises, la Cour constitutionnelle demande qu'on nous permette de fonctionner, la Cour suprême, pas autant pour moi, la Cour suprême, demande à ce qu'on nous laisse fonctionner. Évidemment, il n'en est rien, l'État ne s'exécute pas, bien entendu, et nous saisissons la Commission africaine des droits de l'homme de l'Union africaine. 2016. Autant pour moi, 2012 ou 13. En 2016, le verdict tombe, la décision est prise, la Commission africaine demande à l'État camerounais de nous laisser fonctionner. Et mieux que cela, demande même à ce qu'on nous verse des dommages à intérêts. À ce jour, nous n'avons toujours pas le droit de fonctionner. À ce jour. Or, évidemment, l'État camerounais ratifie toutes les conventions et tous les textes, etc. Bon, il n'y a pas un texte qu'on n'ait pas ratifié, sans compter nos propres textes nationaux. Donc voilà dans quelle situation nous nous trouvons. Et donc l'État, et quand on dit l'État, c'est qui? C'est Paul Biya. Parce que je trouve que c'était assez magistral la manière dont Alice a montré la nature véritable de ce système, qui n'est pas... on dit toujours l'État, on parle du système. Alors c'est vrai, il y a un système, bien évidemment qu'il y a un système. Mais en dernier ressort, c'est le fait du prince, c'est le fait du roi, c'est lui qui décide. Vie et de mort sur toi, vie et de mort sur toi. Je te fais seigneur, ou je te... Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et par conséquent, on est dans cette situation-là. Et qu'on cesse de nous dire qu'on est dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Et aujourd'hui, je pense que cette question des libertés publiques, elle est centrale. Parce qu'on ne pourra rien faire si on ne peut pas se parler, si on ne peut pas se connaître, si on ne peut pas débattre ensemble de nos projets, construire des alternatives, etc. C'est impossible. Et si ce peuple ne peut pas sortir sans risquer de se faire trouer la peau. C'est ça le problème. Donc la question des libertés publiques, elle est centrale. S'il y a une plateforme minimale sur laquelle il faut s'entendre, c'est celle-là. Liberté publique. Okay. Et évidemment, Mosso, c'est le feu. Ça, c'est essentiel. Je vais demander donc à Maître Evans de nous rappeler un peu ce que dit la loi, parce qu'on a tout entendu ces derniers temps au Cameroun. On a même entendu que ceux qui avaient adressé leur demande de tenue de leur meeting ou réunion n'avaient pas reçu les autorisations des propriétaires des lieux de tenue de réunion et de meeting. Maître, que dit la loi? La loi demande-t-elle, exige-t-elle que ceux qui soumettent donc leur demande de tenue de meeting au sous-préfet apportent également le hockey du propriétaire des lieux? C'est d'un ridicule. Que dit la loi? C'est d'un ridicule, et le ridicule ne tue plus les Camerounais. Je pense qu'il faut partir de la Constitution, parce que ce que rappelait Augusta fait partie du bloc de constitutionnalité camerounais. Et la Constitution est claire, elle dit tout homme a le droit, dans son préambule, a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité, à la tranquillité publique. Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Donc, ça, c'est constitutionnel. Et cela a été adopté par les principes généraux qui sont soit onusiens, soit de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui font partie du bloc de constitutionnalité du Cameroun. Maintenant, en matière administrative, la loi sur les manifestations est claire. C'est comme en France, on a, depuis 1990, adopté le système déclaratif. Je déclare tout ce que les pouvoirs doivent faire, c'est de vous dire, je pense que passer par cette zone n'est pas bonne, je vous propose telle autre, et mettre des forces de l'ordre pour
encadrer la manifestation. Mais on ne peut pas interdire. Alors moi j'ai vu des Ecoca, il n'y avait pas l'objet, alors que l'objet on le lit, pas même un enfant de CP2 lisait l'objet sur la manifestation d'Ecoca. Bien sûr. Bien sûr. Il a même dit pourquoi. Il a même dit pourquoi, sur quoi porter la conférence de presse. On a vu, oui, au stade de football. Au stade de football, ils n'ont pas les autorisations. Non, ça c'est. Est-ce que le sous-préfet est autorisé à demander le hockey du directeur de stade ou du ministre des Sports? Alors, Augusta parlait tout à l'heure du fait de prince. Le problème, c'est qu'au Cameroun, il y a beaucoup de princes. Il y a le roi et il y a plusieurs princes. Tout le monde aujourd'hui est prince parce qu'il y a des barons, il y a des ducs, il y a des excellences, parce que le pouvoir est par terre et chacun ramasse le bout qu'il peut pour en faire sa propriété. Il est inadmissible qu'un sous-préfet, je ne suis pas en train de mépriser le sous-préfet, non, bien sûr, mais je dis qu'il est inadmissible. Il n'est pas dans son rôle, que le sous-préfet, qu'une décision du sous-préfet soit supérieure à la Constitution, c'est pas possible. La loi dit, ou même à la loi, ce n'est pas un règlement, c'est une loi. La loi dit autorisation, nous sommes déclaration. Il n'y a même pas d'autorisation à obtenir. Je déclare et j'organise ma manifestation. Tout ce que le pouvoir doit faire, c'est l'encadrer. C'est tout. Alors, je vais dire un mot à vous qui avez donc vécu à 6000 km, une scène assez dure quand même, qui se passait à quelques mètres de votre village maternel, à Evolova. Hein? Comment avez-vous vécu ça? Une interdiction d'entrer dans un village sous prétexte qu'il y aurait des menaces au trouble à l'ordre public. Comment est-ce qu'on dit ça quand on est à distance comme ça et qu'on vit en France? Je ne cache pas que c'est d'avoir un sentiment de honte. De honte profonde. J'étais tétanisé de voir ça parce que, en plus, quand ça passe sur Facebook, vous avez des jeunes qui crient vous n'avez pas de visa, j'ai entendu ça. Je me suis dit, mais on nous replonge en Afrique du Sud, là. Dans des Bantoustans, on fait un Bantoustan à Ebolova, un autre Bantoustan à Sammelima. Donc, avant d'arriver à Ebolova, on va... Vous ne pouvez pas imaginer dans quel état j'étais. C'est la première fois où vous avez d'ailleurs écrit un papier là-dessus qui a été publié. Donc, je veux quand même que les Camerounais comprennent que ce sont des scènes qui ont pu rendre certains d'entre nous profondément meurtris. Parce que je ne sais pas si les gens savent ce que c'est le Sud. Le Sud, ce sont des colonies de peuplement, c'est-à-dire ce sont des populations. Et quand vous entendez le Sud, c'est pas que des Boulous qui vivent au Sud. Bien sûr. À Kribi, vous avez des gens qui sont ce qu'on appelle généralement des côtiers. Vous avez des Batanga, vous avez des Bassa, vous avez... À Ebolova même, si je prends même l'exemple, y compris dans nos villages, c'est parfois lorsque la personne décède, qu'on vous dit, mais tel oncle, il n'était pas forcément de là. Parce que vous voyez certains qui viennent à l'enterrement, c'est là où vous vous rendez compte que nous sommes un produit de mélange. Qui devrait et voir des jeunes à Bieteux faire ce qu'ils ont fait. Je me suis dit finalement que les gens se plaignent beaucoup parce que les Camerounais n'ont pas l'habitude de ça. Les gens se plaignent énormément de ces élites, ce qu'on dit les élites ressources du Sud. Les gens s'en plaignent parce que les jeunes que vous voyez là se sentent nargués en permanence avec des gens qui bâtissent des petits châteaux. Quand vous arrivez dans nos contrées qui n'ont pas la densité qu'on peut même avoir à l'ouest, il faut savoir qu'entre deux villages, vous avez un bosquet et parfois vous tombez sur un château. Autour du château, le château est encerclé d'une barrière qui va jusqu'au ciel, mais autour il n'y a rien. C'est ça. À Bieteux que vous entendez là, les jeunes que vous avez vus là sont des jeunes désœuvrés qui n'ont aucun avenir. Et on va maintenant les instrumentaliser. Ceux même qui les ont mis dans cette situation vont les instrumentaliser en disant que vous allez arrêter vos compatriotes du MRC pour qu'ils ne viennent pas à Ebolova. Ça veut dire quoi? Où sommes-nous là? Vraiment, je prends ça pour que le Camerounais lambda comprenne que nous avons touché le fond et ça suffit comme ça. À Ebolova, chacun est chez lui. Chaque Camerounais est chez lui. Comme à Sammelima, comme ailleurs. Y compris dans nos villages, je ne me pose pas les questions sur celui qui habite là
à partir du moment où il est là, c'est le chez lui. On n'a jamais eu... Tel que C'est l'héritage que j'ai, moi. J'ai grandi dans ça, je ne me suis jamais posé des questions sur... Et vous avez même, je riais dernièrement, je voyais quelqu'un de la basse qui postait, qui faisait un live sur Facebook, et elle s'est mise à parler boulou. Parce que faut savoir que à Ebolova, ou à Saint-Mélina, ou ailleurs, nous grandissons ensemble, nous vivons ensemble, vous n'allez jamais vous poser la question sur tel ou tel, quelle est son origine, est-ce qu'elle est d'origine... Non, parce que ça ne se pose même pas. La personne est de là, elle parle de cru, elle sait même beaucoup des us et coutumes locales que moi je ne peux savoir. Donc j'ai été tellement meurtri que les gens ne se sont même pas rendus compte. J'ai d'abord pris du temps pour réagir parce que j'étais meurtri et tétanisé par ce que je voyais. Je ne savais pas que ça allait aller jusque-là. Et je dis aux gens, j'ai même demandé des excuses parce que je me sentais honteux. Donc, c'est ça en fait, je réagis à ça comme ça, pour dire aux gens, ça suffit. N'ayez pas peur, c'est chez vous. Il y a des gens qui instrumentalisent ça derrière. Ça n'a rien à voir avec des populations qui vivent là. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Nous, je le disais à un moment... Vous n'êtes plus gentil de toute façon. Non, c'est même pas une question de boulot. Je vais vous donner l'exemple. À Bieteux, j'ai dit que ma mère est de là. Mon grand-père n'était pas de là. Il est venu s'installer là. Comme le père de Paul Biya d'ailleurs. Comme le père de Paul Biya. Donc c'est comme ça chez nous. Bien sûr. Si on commence à trier qui est plus autochtone que qui, vous savez où on peut remonter? C'est très grave ce qui se passe. Que les politiques fassent leur travail, mais qu'ils n'instrumentalisent pas les plus bas instincts des gens parce qu'ils sont dans le besoin ou qu'ils sont dans une situation où ils ne savent plus où mettre la tête. Vas-y, un commentaire sur cette scène qui a fait... Mais tout à l'heure, on venait de lire. Parce que souvent, quand on parle de ces questions, on vous dit non, c'est très compliqué, c'est les affaires des longs cléons, c'est complexe. Félicité Zefman venait de lire le préambule de la Constitution du Cameroun, qui parle entre autres de neutralité de l'État pour évoquer les sous-préfets, les diplomates. On a mené un combat il y a quelques années ici où les gens me disaient mais tu as des amis qui sont du pouvoir, le roi, à l'ambassade, mais comment ça se fait que tu... Je dis non. Quand on a une salle d'ambassade qui n'est exclusivement réservée qu'au RDPC, où le 6 novembre, chaque 6 novembre, des diplomates portent l'écharpe du parti, écrivent des motions de soutien au président. On n'est plus dans la neutralité de l'État. Une salle d'ambassade, si le principe est acquis qu'un parti politique peut se réunir dans la salle de l'ambassade, et bien que les partis politiques, même représentants à l'Assemblée nationale, que les partis, il y a des représentants ici à Paris, ils peuvent tenir leur réunion. Parce que les gens, les compatriotes du MRC, du SDF, pourquoi ils vont aller louer des salles en ville? Pendant que le RDPC tient des réunions dans les salles de l'ambassade. Donc ça, c'est à partir du bloc de constitutionnalité, du préambule qu'elle a eu la présence d'esprit de lire, c'est-à-dire la neutralité de l'État. Elle a dit, pour faire lier le propos de Joël Didier-Ngo, elle a dit, nul ne peut être inquiété en raison de ses origines. Nous sommes au cœur de la réalité et du problème camerounais aujourd'hui, en rendant hommage à des figures comme Moukoko Priso qui ont disserté là-dessus, qui ont écrit. Bernard Follon a écrit sur ces questions. Vroom Sertina, il a créé une revue, Abia, qu'il a d'ailleurs, Abia, c'est un nom Ewondo, enfin, c'est un nom béti. Abia, c'est un jeu de société, et qui était une revue bilingue. Donc ce sont des gens qui pensaient déjà sur Cameroun, la question de l'intégration. Vous avez une région, le sud Cameroun. On nous dit que c'est le socle granitique. Le granit, c'est une roche imperméable. Et quelqu'un qui vient parce qu'il a une aisance dans la pratique de la langue française, qui s'appelle Jacques Famen-Nongo, professeur ministre d'État, il dit des choses comme ça qui passent dans l'opinion. On devrait interdire ce genre de propos. Ils sont reprises. Et l'autre jour, il réunit une communauté Bamoun, les pauvres. On leur dit que ici, la couleur locale, c'est le RDPC. Les gens applaudissent. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas, Sankara le disait, libérer un esclave qui ne veut pas enlever ses chaînes. Nous avons un peuple qui sombre dans, comment dire ça, une sorte de contemplation comme ça, de contemplation de la manière dont ils sont gouvernés. On vous appelle, on vient de vous pourchasser. Et quelqu'un vient vous dire que ici la couleur locale c'est le RDPC. Non, on n'applaudit pas. On n'a pas de mur. Moi, je vois un peuple camerounais, quand je lis sur Facebook, les réseaux sociaux, ou quand j'écoute nos compatriotes, nos concitoyens, par ailleurs de très brillants sur les plateaux de télévision.
Vous avez des Camerounais qui apportent la Bible sur les plateaux de télévision. La Bible. Et qui nous récitent à longueur d'émissions des versets Incroyable. de la Bible. Incroyable. Ça passe. Incroyable. Des gens qui citent à longueur de journée. Et ça, le pays où il y a le plus de méchanceté, c'est le Cameroun aujourd'hui. Mais c'est le pays où on parle de plus de Dieu, de Jésus, Dieu au contrôle, Allah, et vraiment dans tous les forums familiaux, personne ne termine une phrase sans Allah, sans plus de bénédiction. Alors même qu'il vient de tenir le propos le plus abject tribaliste la veille. Il vient de te dire que non, moi, un tel d'une telle tribu ne sera jamais président. Une telle tribu ne pourra jamais arriver au pouvoir. Parce que, comme au Kenya, chez les Kikuyu et les Kalenji, comme au Congo avec les Tiluba et les Bangala, etc., on pense que le pouvoir a été dit, c'est Augusta, on va essayer d'épargner ces doigts-là, donc ça veut dire que tous les doigts-là, les petits ventards là, ils vont arriver et te dire non, je ne peux pas accepter. Ça. Voilà la tête, voilà ce qu'il y a dans l'esprit des nôtres. Et quand Augusta tout à l'heure parlait, au début de son propos, c'était étonnant qu'elle le dise d'entrée, elle parlait de forces qui se regroupent. Enfin, moi, je ne vois pas les forces comme la juxtaposition. Je vois les forces qui se réunissent autour du sens et du principe. Si on ne le fait pas au Cameroun, on aura quelqu'un qui va remplacer numériquement Paul Biya à Etoudi. Et on va avoir un nouveau Paul Biya. Parce que ça se dessine. Regardez sur les réseaux sociaux. Ce sont des partisans de Cabral Libi qui s'opposent systématiquement aux partisans de Kanto. Donc Paul Biya est tranquille. Donc il peut continuer sa vie. Parce que précisément au Cameroun, le Bassa qui soutient Cabral, lui, se voit comme étant celui qui va accompagner une sorte de messie prophétisé par le Podol ou Nyobe, qui ne voulait pas. Le congrès de Kumba était éloquent en ce sens-là. Son fameux discours sur le tribalisme ne voulait pas qu'on assimile son action politique, mais qu'on n'essaye même pas de subodorer qu'il a un propos tribaliste. Il avait dit que c'est le problème des oppositions africaines en son temps. On est en 52. Et voilà donc des gens qui vont venir sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont d'union avec les Sananga Maritime, dire que voici celui qu'on a prophétisé. Vous allez avoir des Bamileke qui, sous prétexte d'une revanche, sous prétexte qu'on les opprime, sous prétexte qu'on les insulte, qui investissent donc à la personne de Kanto, quelqu'un qui n'a rien demandé, un préposé au miracle. Donc en fait, nous sommes dans l'impasse au Cameroun. Nous sommes pris en tenaille entre deux réalités. Une où la démocratie n'est pas suffisamment ancrée pour les raisons qu'on a évoquées, je ne reviendrai pas dessus. Et de l'autre où les hommes politiques instrumentalisent de part et d'autre ce peuple qui n'en peut plus pour parvenir à leur fin. Et voilà le problème camerounais, résumé de manière peut-être caricaturale ou rapide. Donc, vraiment en terminant sur ce propos, je suis très mais outré et passionné quand on parle des questions de tribalisme au Cameroun. Joël Didier Ngo l'a dit. Tous ceux qui ont formulé le fédéralisme communautaire ou des questions d'ethnie, à titre personnel, et je l'ai dit sur les réseaux sociaux, je les combattrai, même s'il faut s'engager de manière résolue en politique pour ça. Parce qu'on ne peut pas accepter que ce pays qui s'est construit avec une idée, qui s'est construit avec l'idée de Ounyobe, de Wandie, de Moumie, des gens qui avaient adopté même le Foufoulde comme langue de travail. On ne peut pas accepter qu'on nous dise aujourd'hui que la notion de toctonie ou la notion d'allégénie va structurer le débat politique. Que c'est à travers le toctonie qu'on va définir les listes aux élections et que c'est à travers ce principe-là qu'on va diviser ou répartir des supposés États. Ça, il faut refuser absolument. Parce que si on laisse passer ça, et c'est déjà en train de faire son lit, si on laisse passer ça, ça supposera que tous les pères fondateurs de la nation camerounaise ont échoué. Les Oba Beti, les gens qui ont résisté, les Martin Paul Samba, les Oumniobe, les Douala Mangabe, etc. Ils ont échoué complètement et qu'on a affaire à des petits politiciens qui n'arrivent pas à avoir l'ambition que mérite le Cameroun. D'accord. Alors, oui, Auguste, je vous pose une question, mais vous pouvez répondre. Oui. Vous pouvez réagir à la suite donc, de ce que vient de dire Abdelaziz. Pour moi, j'ai envie de vous demander simplement ce que vous pensez d'une partie camerounaise qui allègue que l'interdiction d'entrée à Eboloa aux membres du MRC est le fait, entre autres, de la violence des propos des sympathisants membres du MRC, est le fait de ce propos de Maurice Kamto au Conseil constitutionnel lorsqu'il dit
qui n'a pas demandé à être Bamileke et qui ne sait pas comment on fait pour passer un concours. On ne comprend pas une phrase comme celle-là, on ne va rien comprendre de sa vie.